Henri VIII a presque déchiré l'Angleterre dans sa quête d'un fils. Henri VIII n'était pas destiné à devenir roi. Son frère aîné, Arthur, était l'héritier du trône. En tant que futur roi, Arthur recevait toute l'attention de ses parents, et Henri était largement oublié. En novembre 1501, le frère d'Henri, Arthur, épousa Catherine d'Aragon, une princesse espagnole. Puis, en un clin d'œil, le robuste Arthur, âgé de 15 ans, passa de la santé à la mort. Soudain, Henri, le cadet, devint l'héritier du trône d'Angleterre. Le 21 avril 1509, Henri Tudor succomba à la tuberculose et, à seulement 17 ans, Henri VIII devint roi. Maladroitement, l'un de ses premiers actes fut d'épouser la veuve de son frère, Catherine d'Aragon. Immédiatement après leur mariage, Henri et Catherine conçurent un enfant. Le couple était fou de joie, mais 9 mois plus tard, le chagrin remplaça leur bonheur. L'enfant était mort-né. Ils étaient inconsolables. Quelques mois après la fausse couche, Catherine tomba à nouveau enceinte. Cette fois, elle donna naissance à un garçon. Mais le premier fils d'Henri et Catherine, également nommé Henri, décéda 7 mois après sa naissance. Ensuite, 2 autres morts-nés. Un nuage sombre commença à s'installer sur la maison royale, et la relation entre Henri et Catherine devenait de plus en plus tendue. Même la naissance d'un enfant en bonne santé, la princesse Marie, en 1516, ne pouvait plus les sauver. Henri blâmait sa femme Catherine pour son absence d'héritier et les troubles dans son royaume. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Henri commence à prendre des maîtresses. Il courtisait toutes sortes de femmes riches et importantes, mais sa maîtresse la plus célèbre fut Bessie Blount, la fille d'un politicien de second rang. En 1519, Bessie Blount donna naissance au fils d'Henri et le nomma Henri Fitzroy, d'après son père. La plupart du temps, si un roi engendrait un enfant illégitime, il ne l'admettait jamais. Mais pas Henri VIII. Dans un geste qui choqua le pays, Henri reconnut fièrement le garçon comme le sien. Les gens étaient bien perplexes, mais Henri avait ses raisons. Avant l'arrivée d'Henri Fitzroy, les gens commençaient à parler du roi. Il était marié depuis une décennie et n'avait toujours pas d'héritier mâle. Dans la pensée médiévale, peut-être cela signifiait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la virilité d'Henri. Dans son esprit, ce fils illégitime était la preuve qu'il était un vrai homme et que l'absence d'héritier était entièrement la faute de sa femme. Henri avait 3 options. D'une manière ou d'une autre, légitimer Henri Fitzroy, marier sa fille Marie au plus vite et espérer un petit-fils, ou tout mettre sur le dos de Catherine, la quitter et trouver quelqu'un d'autre. La 3e option était probablement la plus compliquée et certainement la plus cruelle. Mais elle impliquait qu'Henri obtienne une nouvelle épouse jeune et séduisante. Nous savons tous quelle option il choisit. Alors, comment Henri choisit-il sa future épouse? Facile. Il couchait déjà avec la belle Mary Boleyn. Alors Henri fit le choix évident. La jeune sœur de Mary, Anne, mais il apprendrait bientôt qu'Anne Boleyn n'était pas une proie de facile. Anne était jeune, intelligente, charismatique et totalement désintéressée à l'idée de devenir une autre des passades d'Henri. Malgré les portraits peu flatteurs de sa vie ultérieure, Henri était en réalité très attirant dans sa jeunesse. Il était grand, athlétique et incroyablement charismatique. Les femmes succombèrent facilement à son charme. Alors bien qu'Anne Boleyn résista au début, elle finit par tomber dans les bras d'Henri. Henri décida de quitter Catherine d'Aragon et d'épouser Anne Boleyn. Mais il y avait un énorme problème, l'Église. Le pape n'était pas très enthousiaste à l'idée d'un divorce. Henri tenta de convaincre le pape Clément VII que son mariage avec Catherine était invalide. Mais le pontife n'était pas convaincu. Si le roi voulait divorcer, il devrait le faire sans la permission de l'Église. Étrangement, jusqu'à ce moment,
Henri était un catholique extrêmement dévot. Il avait beaucoup fait pour l'Église, et il l'aimait pour cela, mais rien n'allait l'arrêter dans sa quête de ce qu'il voulait. Peut-être que si Henri avait simplement ignoré le pape, divorcé de Catherine, épousé Anne et laissé les choses ainsi, tout serait devenu gênant un moment, mais aurait fini par s'arranger. Mais ce n'est pas ce qu'Henri fit. Il alla beaucoup plus loin. D'abord, il créa l'Église d'Angleterre et s'en nomma le chef. Ensuite, il signa l'acte de restriction des appels, qui stipulait essentiellement que Rome n'avait plus rien à dire sur les affaires religieuses anglaises désormais. Le pape ne pouvait plus ignorer ce qu'Henri faisait. Il excommunia officiellement Henri, et la rupture entre l'Église catholique et l'Église d'Angleterre fut complète. Henri épousa Anne Boleyn et la mit enceinte, avant même que sa séparation de Catherine d'Aragon ne soit officielle. Il avait attendu un quart de siècle pour un fils, et il en avait assez de perdre du temps. Enfin, plusieurs mois après son mariage avec Anne Boleyn, Henri fit déclarer son mariage avec Catherine, nul et non avenu. En gros, Henri prétendit que, puisque Catherine avait été mariée à son frère pendant 5 mois, leur mariage était contre nature. Étrange qu'il n'y ait pas pensé toutes ces années auparavant. Moins de 9 mois après leur mariage officiel, Henri et Anne accueillirent une fille. Henri la nomma Élisabeth, d'après sa mère Élisabeth d'York. Mais il ne pouvait cacher sa déception. Après tout ce travail, il se retrouvait avec une autre fille. Et il y avait un autre problème dans leur mariage. Henri VIII trouvait la splendide Anne Boleyn irrésistible, quand il ne pouvait pas la voir. Il s'avère que la vie conjugale avec elle était une toute autre histoire. Anne était têtue, indépendante, et avait un caractère difficile. Loin de l'épouse trophée docile qu'il voulait, et les choses continuèrent à se dégrader. La naissance de la princesse Élisabeth fut une immense déception pour Henri. Anne tomba à nouveau enceinte peu après, mais si Élisabeth était décevante, cette prochaine grossesse fut un désastre. Anne fit une fausse couche en 1934, et Henri n'était pas satisfait. Anne Boleyn n'était pas non plus particulièrement heureuse de son mariage, mais elle était assez intelligente pour savoir que mettre Henri en colère n'était pas dans son intérêt. Elle était désespérée de lui donner un fils, et certains croyaient qu'elle était prête à tout pour y parvenir. Beaucoup en Angleterre ne croyaient pas qu'Anne ait fait une fausse couche. Au contraire, ils prétendèrent qu'elle avait menti sur toute la grossesse. Et sa sœur Mary était toujours là, rendant les choses beaucoup plus difficiles. Mary Boleyn était tombée amoureuse d'un soldat de basse extraction et l'avait secrètement épousé. Cela élimina toute chance pour Henri de l'utiliser dans un mariage politique. Henri et Anne étaient furieux, et ils firent payer cher à Mary. Henri et Anne bannirent Mary de la cour pour toujours. Mary passa d'une vie de luxe à une complète obscurité du jour au lendemain. Elle ne revit jamais sa sœur et décéda quelques années plus tard, complètement oubliée. Au début de 1536, Anne Boleyn était à nouveau enceinte, consciente que si l'enfant n'était pas un fils, ses jours étaient comptés. Puis, lors d'un tournoi de joute, un rival fit tomber Henri de son cheval, le laissant gravement blessé. Quand Anne apprit l'accident d'Henri, le choc fut tel qu'elle fit une autre fausse couche, et pour ajouter l'insulte à la blessure, les médecins révélèrent que l'enfant était un garçon qui aurait pu sauver la reine. Même si sa femme se remit de sa fausse couche, Henri en avait clairement fini avec elle. D'abord, il commença à refuser d'accorder des postes politiques à sa famille. Puis, dans un geste sans précédent, il installa sa dernière maîtresse, la jeune Jane Seymour, âgée de 28 ans, dans de somptueux nouveaux appartements dans son palais. Au printemps 1536, Henri fit jeter Anne, son frère, et 4 autres hommes dans la tour de Londres. Les tribunaux accusèrent chacun des hommes, y compris son propre frère,
d'avoir couché avec la reine, un acte de trahison. Henri accusa également Anne d'adultère et, pour faire bonne mesure, de sorcellerie. Il n'y avait essentiellement aucune preuve pour aucune de ces accusations. Les hommes furent exécutés le 17 mai, et Anne, la reine d'Angleterre, fut décapitée 2 jours plus tard. Le lendemain de l'exécution d'Anne Boleyn, Henri VIII, âgé de 45 ans, se fiança à Jane Seymour, de presque 20 ans sa cadette. Leur mariage eut lieu seulement 10 jours plus tard. Pour tout autre roi, cela aurait été un scandale sans mesure, mais pour Henri, c'était à peu près habituel. Le mariage d'Henri VIII avec Jane Seymour commença de la meilleure façon possible. Le 12 octobre 1937, Seymour donna naissance à un garçon. La naissance du prince Édouard mit enfin un terme au chaos. Mais moins de 2 semaines plus tard, la tragédie frappa, plongeant à nouveau la cour d'Henri dans le tumulte. Jane Seymour avait accès aux meilleurs médecins d'Angleterre, mais c'était en 1537, et la médecine avait encore un long chemin à parcourir. L'accouchement d'Édouard fut atroce, et la reine contracta une terrible infection. Les médecins se révélèrent impuissants, et Henri dut regarder sa femme bien-aimée, la première à lui donner un fils en bonne santé, dépérir. Jane Seymour succomba à son infection le 24 octobre. Henri était dévasté, mais d'une certaine manière, il obtint ce qu'il voulait. Pendant son accouchement douloureux, les médecins avaient dit au roi qu'il faudrait peut-être choisir entre sauver l'enfant ou la reine. La réponse d'Henri fut totalement sans cœur. « Si vous ne pouvez pas sauver les deux, laissez au moins l'enfant vivre, car d'autres épouses se trouvent facilement. » La mort de Jane Seymour marqua un changement chez Henri VIII. Il commença à devenir morbidement obèse et souffrait de diabète et de gouttes. Son humeur devint encore plus sombre, et il devint paranoïaque et irrationnel. Il restait peu de personnes en qui Henri avait confiance. Mais l'un d'eux était son rusé maître espion, Thomas Cromwell. Cromwell était l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre, jusqu'à ce qu'il suggère à Henri d'épouser la duchesse allemande, Anne de Clèves, âgée de 25 ans. Cela semblait être un mariage parfait, et le père d'Anne pouvait s'avérer un allié vital en cas de guerre religieuse. Il n'y avait qu'un seul problème. Les mariages politiques, c'était bien beau, mais Henri n'allait pas épouser quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Et si elle était laide? Mais pas d'inquiétude, Cromwell avait la solution parfaite. Il envoya l'un des meilleurs portraitistes au monde peindre Anne pour qu'Henri puisse la juger par lui-même. Quand le portrait arriva enfin, accompagné des assurances de Thomas Cromwell, qu'Anne était pratiquement la femme de ses rêves, Henri fut enfin convaincu. Apparemment, lorsqu'ils se rencontrèrent réellement, Henri VIII jeta un coup d'œil à Anne de Clèves et réalisa qu'il avait fait une terrible erreur. Que ce soit son apparence ou sa personnalité, Henri cherchait déjà une issue avant même qu'il ne soit marié. Le mariage dura un impressionnant 6 mois, et selon Henri, il ne fut jamais consommé. Henri annula son mariage avec Anne de Clèves et la surnomma la sœur du roi. Grâce à ce titre gênant, Anne finit par être l'une des rares épouses à survivre à Henri VIII. Anne de Clèves ne faisait tout simplement pas l'affaire pour Henri, désormais âgé de 46 ans, mais savez-vous qui l'attirait? La jeune Catherine Howard, âgée de 17 ans. Apparemment, Henri réalisa que les mariages politiques n'étaient pas pour lui, et revint à épouser celle qui lui plaisait, mais tout le monde n'était pas heureux de ce dernier choix. Thomas Cromwell avait orchestré le mariage avec Anne de Clèves, pour le voir s'effondrer presque immédiatement. Puis, pour aggraver les choses, Henri commença à courir après Catherine Howard, qui était la nièce du duc de Norfolk, l'un des plus grands rivaux politiques de Cromwell. Soudain, Cromwell sentit les murs se refermer autour de lui. En fin de compte, Henri accusa Cromwell de trahison et d'un tas d'autres accusations fabriquées de toutes pièces.
Malgré tout ce qu'il avait fait pour Henri, Cromwell connut le même sort que tous ceux qui se mettaient en travers du chemin du roi meurtrier. Henri ne se donna même pas la peine d'assister à l'exécution. Il était occupé à se marier pour la 5e fois. Il épousa Catherine Howard le même jour. Le timing du mariage permit même à Henri d'offrir à sa nouvelle reine un cadeau de mariage particulièrement agréable. Il donna à sa nouvelle reine toutes les terres de Thomas Cromwell. Ce n'est pas comme s'il en avait encore besoin. Presque dès qu'elle épousa Henri, Catherine entama une liaison avec l'un de ses courtisans, un homme nommé Thomas Culpeper. Comme il n'y avait aucun secret dans un palais royal, la nouvelle de la liaison parvint rapidement au roi. Cette fois, cependant, il semble qu'Henri était éperdument amoureux, comme il ne l'avait pas été depuis des années. Il refusa de croire les rumeurs et soutint sa reine. Avant qu'elle ne devienne reine, Catherine Howard avait eu une liaison avec un autre courtisan, Francis Dereham. Étrangement, Howard engagea Dereham pour travailler pour elle lorsqu'elle épousa Henri. Pas la meilleure décision. Dereham confessa avoir eu une liaison avec Catherine par le passé, mais pire encore, il dénonça sa relation avec Culpeper. Enfin, Henri dut admettre la vérité. Après des années à tromper ses épouses, cette fois, les rôles étaient inversés, mais Catherine Howard ne se laissa pas faire sans lutter. Lorsque les officiels l'interrogèrent sur les affirmations de Dereham, elle insista sur le fait qu'elle ne l'avait jamais aimé et qu'il l'avait forcé à une relation adultère contre son gré. Henri accusa Catherine, Dereham et Culpeper de trahison et les condamna à la décapitation, bien sûr. Catherine Howard ne prit pas bien la nouvelle. La reine de 19 ans aurait, dit-on, échappé à ses gardes et couru dans les couloirs, criant à Henri de lui faire grâce. Elle ne parvint jamais jusqu'à lui, cependant. En fait, elle ne reverrait jamais le roi. Le 13 octobre 1542, Henri fit décapiter Catherine et les 2 hommes. Cela fait 5 épouses de moins, 2 d'entre elles par la main d'Henri lui-même. Quand il s'agissait de femmes, Henri VIII ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. En juillet 1543, Henri VIII se maria pour la dernière fois. Sa dernière épouse était Catherine Parr, et elle ne pouvait pas être plus différente de ses précédentes épouses. Tout d'abord, elle était presque d'un âge approprié, à 31 ans. Elle était aussi remarquablement stable, comparée à ses précédentes épouses. Il n'y avait pas de scandale d'infidélité ou de rumeurs chuchotées. En fait, Catherine Parr réussit à faire quelque chose qu'aucune des autres épouses d'Henri n'avait jamais accompli. Elle fit de lui un homme quelque peu respectable. Des années plus tôt, Henri avait exclu ses 2 filles, Marie et Élisabeth, de la ligne de succession. Elles passèrent les années suivantes dans un limbo tendu. Parr poussa Henri à faire la paix avec ses 2 filles, et il les réintégra enfin dans la ligne de succession. En gros, sans Catherine Parr, l'Angleterre aurait manqué l'une de ses plus grandes monarques, la reine Élisabeth. Alors que le jeune Henri VIII avait été attirant et athlétique, le vieil Henri était une toute autre histoire. À ce stade, son tour de taille avait atteint 137 cm et il pouvait à peine marcher. Il avait besoin d'assistants pour le transporter partout où il allait. Le pire était la goutte, qui le laissait couvert de furoncles remplis de pus extrêmement douloureux. Miséricordieusement, Henri VIII mourut d'une maladie liée à son obésité à l'âge de 55 ans. Avec cela, Catherine Parr et Anne de Clèves pouvaient au moins prétendre être les seules épouses à avoir survécu au roi meurtrier. Dans une demande surprenante, Henri demanda à ses assistants de l'enterrer à côté de Jane Seymour. Après toutes ses épouses, il voulait reposer à côté de la seule épouse qui lui avait donné un fils. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu d'Henry Fitzroy, le fils illégitime qui avait causé tant de remous dans la jeunesse d'Henri? Il s'avère qu'il vécut plus de scandales que juste sa naissance.
Avant qu'Henri n'ait un héritier illégitime, il envisagea sérieusement de reconnaître Fitzroy. C'est alors qu'un cardinal suggéra une solution tordue au problème de succession du roi. Marier Fitzroy à sa demi-sœur, Marie, la fille d'Henri et de Catherine d'Aragon. En fin de compte, il ne le firent pas. Henri VIII fit beaucoup de choses sérieusement tordues, mais, heureusement, forcer son fils et sa fille à se marier n'en faisait pas partie. Anne de Clèves est maintenant tristement célèbre comme la reine rejetée d'Henri. Mais était-ce vraiment aussi simple qu'Henri, la trouvant laide et la rejetant? Les historiens modernes suggèrent une raison très différente pour son dégoût. En chemin vers Londres pour rencontrer le roi, le groupe d'Anne s'arrêta à Rochester. Soudain, un vieil étranger corpulent entra dans sa chambre, et tout tourna mal. Voyez-vous, cet étranger était en réalité Henri VIII déguisé. Il avait voulu se faufiler pour jeter un coup d'œil à sa future fiancée. Il s'attendait aussi à ce qu'elle voie à travers son déguisement d'une manière ou d'une autre. Attention, ce n'était pas une bonne idée. Selon les récits, soit Henri tenta d'attirer l'attention d'Anne et elle l'ignora, soit il essaya carrément de l'embrasser, ce qui, sans surprise, horrifiant la jeune femme. Dans tous les cas, ce fut un désastre, et Henri quitta la rencontre en colère, embarrassé et peut-être prêt à se venger. En fin de compte, la plus célèbre des épouses rejetées d'Henri fut Anne Boleyn, mais sa fin fut encore pire que ce que les gens réalisent. Après 4 jours dans la tour de Londres, Boleyn donna une lettre à son garde. Elle était adressée à Henri. Dans celle-ci, elle plaidait pour la clémence, écrivant que jamais un prince n'a eu une épouse plus loyale dans tous ses devoirs et dans toute vraie affection que vous n'en avez trouvé en Anne Boleyn. Elle fit également une dernière demande déchirante. Boleyn supplia Henri de penser à leur fille Élisabeth, et ensuite, elle demanda humblement à Henri d'épargner la vie de son frère et des autres hommes accusés d'être ses amants. Au fond, jusqu'à la toute fin, Boleyn était véritablement désintéressée. Mais comme nous le savons, cela ne se passa pas ainsi. Elle n'avait jamais eu la moindre chance. Malheureusement, elle avait épousé Henri VIII, le roi le plus meurtrier d'Angleterre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Veuillez aimer